C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans le 1245. Plus de 7 millions de personnes décèdent dans le monde de maladies liées à la pollution atmosphérique. C'est une urgence mondiale qui nous concerne tous. Fait un plaidoyer pour réduire le fléau pourrait sauver des millions de vies. Le pianiste Jean-Bernard Amégondi veut transmettre sa passion du piano aux jeunes apprenants. Pour les motiver, il a organisé un concert. Une trentaine de jeunes pianistes ont presté samedi à l'Institut français de Cotonou. Une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi. Entre tenue chic et classe, que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire un bon choix. On ouvre cette édition par l'environnement. 7 millions de personnes meurent dans le monde chaque année du fait de la pollution atmosphérique. Il est donc nécessaire pour nous, habitants de la Terre, de protéger notre environnement. Ce 5 juin est la date retenue pour réfléchir ensemble sur les possibilités existantes en technologie verte et améliorer la qualité de l'air dans les villes ainsi que les régions du monde. Cette année, la Chine accueille la Journée mondiale de l'environnement. Le thème retenu est la pollution de l'air. Gloria Oni nous donne plus de détails. Aujourd'hui, le taux de natalité évolue selon une courbe vertigineuse, une situation qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. À la recherche de mieux-être, l'homme est obligé de s'adonner à certaines activités qui ont des effets néfastes sur son cadre de vie. La pollution impacte tous les secteurs d'activité et tous les compartiments, à savoir air, eau et sol. Donc on peut bien parler de la pollution atmosphérique. C'est le rejet des émissions atmosphériques dans la nature. Et ces rejets, il y a une norme. Quand les normes dépassent ce qui est retenu dans la réglementation, ça entraîne des problèmes de pollution. Et on observe ça surtout dans les lieux de concentration tels que nos grands carrefours. Et il y a aussi des usines qui émettent aussi des polluants atmosphériques. Disposer d'un environnement sain et protéger le couvert végétal ne relève pas que de la responsabilité de l'État, mais aussi des collectivités ainsi que des industries. Ces derniers, de par leurs activités, polluent l'environnement. La réduction des émissions de polluants s'avère alors nécessaire. Vivre dans un environnement, c'est d'adopter des comportements qui assurent la préservation de l'environnement, mieux gérer les déchets à son niveau, ne pas envoyer des fumées qui renferment des substances toxiques dans l'atmosphère, ne pas jeter des eaux usées là où il n'en faut pas, préserver la qualité du milieu récepteur, utiliser des engrais biologiques au lieu des engrais chimiques. Selon les spécialistes, la pollution atmosphérique domestique est la combustion à l'intérieur de combustibles fossiles de bois. Voilà pourquoi, afin de contribuer à la lutte contre la pollution atmosphérique, comme le stipule la substance du thème de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement de cette année, les pouvoirs publics ont retenu un certain nombre d'activités. La plus importante est la sensibilisation des femmes fumeuses de poissons à l'abandon de leurs méthodes traditionnelles pour l'adoption d'autres techniques plus modernes et saines. L'Organisation mondiale de la santé montre que la pollution à l'intérieur tue plus que la pollution externe, parce que la pollution à l'intérieur se concentre. Et si vous vivez dedans, c'est un phénomène de bioaccumulation. Alors qu'à l'externe, il y a diffusion de ces polluants dans l'atmosphère. Là, ça peut diluer les effets. Selon le site de l'ONU pour l'environnement, 92% des personnes dans le monde ne respirent pas de l'air pur. Et la pollution de l'ozone au niveau du sol devrait réduire le rendement des cultures de base de 26% d'ici 2030.
Au Nigeria, la ville de Lagos ambitionne d'accroître les investissements réalisés dans les projets promouvant un environnement durable. Dans ce cadre, elle vient de rejoindre le réseau des places financières pour la durabilité, une initiative portée par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Il a pour objectif de permettre aux places financières membres de partager et d'améliorer les processus d'encouragement des investissements dans les projets écologique. La place financière abrite déjà 860 villes pour une valeur combinée de 360 milliards de dollars estimée à plus de 180 000 milliards de francs CFA. Lagos est la troisième place financière africaine après Casablanca et Nairobi à rejoindre le réseau. Revenons au Bénin pour un entretien d'embauche réussi. Il faut une tenue vestimentaire adéquate pour une bonne première impression. Il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Ariel Alarassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous en dit plus au micro de César Achadé et Judith Tossa. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Non. Il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. Merci donc à notre spécialiste pour tous ces conseils. Le piano n'est pas qu'un instrument de musique et de divertissement. Il apporte un peu plus dans le développement des capacités intellectuelles pour ceux qui le pratiquent. Motiver son utilisation dans le quotidien des enfants de façon instructive est le but visé par le professeur pianiste Jean-Bernard Amegandji. Il a organisé un concert à l'Institut français de Cotonou pour faire découvrir au public cette pépinière de jeunes pianistes. Calbado Awano, Rebecca Adjinako. Le piano, instrument exécuté par des experts aux doigts agiles, suscite de l'admiration chez la jeune génération. Au Bénin, les gestes se concrétisent. Ces jeunes s'en inspirent et la journée de l'arbre a été choisie par un pianiste professionnel pour planter la passion du piano dans les cœurs de cette pépinière. Ici, on est là dans un contexte du 1er juin. Du 1er juin, on parle de la fête de l'arbre. Nous plantons la musique dans le cœur des enfants et c'est pour cela que nous avons voulu choisir cette date pour montrer que nous plantons une vraie production musicale sur ces enfants qui, quand ils vont grandir, vont faire de la musique de la plus belle manière et de la musique instructive. Faire de la musique instructive, c'est en effet l'une des raisons pour lesquelles un spécimen de piano a été choisi dans le cadre du mini-concert qui a réuni les enfants de divers horizons. Le piano acoustique, c'est un instrument originel qui a été créé avec des cordes. Et c'est les marteaux qui tapent sur des cordes qui produisent des sons.
Donc c'est cette forme de piano que nous enseignons aux enfants parce que c'est ça qui donne la base musicale et tout ce qu'il faut pour acquérir de grandes virtuosités pianistiques à la longue. Loin de se limiter aux qualificatifs ludiques de cet instrument, le piano apporte sa partition dans le processus de renforcement des capacités intellectuelles. Je crois que ça permet aux enfants de capter, parce que déchiffrer déjà une note, c'est un travail. Donc je crois qu'il y a un petit travail quand même qui se fait là et qui leur permet d'être plus apte pour les études. Concentration, maîtrise de soi, attention et surtout certaines qualités telles que la patience, le travail. L'enfant qui se concentre à déchiffrer des partitions a une capacité intellectuelle plus rapide et plus forte que celui qui n'en fait pas. Donc, la preuve, c'est que les enfants qui font du piano sont très forts en mathématiques, dans les matières scientifiques, donc naturellement. Et il y a aussi dans le cerveau un côté qui est développé par cet art, le côté créatif. Donc les enfants qui font de l'art, qui font le piano, ont un côté créatif très développé. Autant de qualités qui ajoutent un plus à l'intelligence de l'enfant. Certains en sont conscients. Le piano me permet d'être plus concentré dans la mesure où le fait que j'utilise mes deux mains me permet de maîtriser plus aisément les deux hémisphères de mon cerveau. Donc cela m'apporte un plus dans la concentration également. Même si l'histoire du piano a commencé en 1709 à Florence, en Italie, et a connu des compositeurs et musiciens de renom comme le réputé Mozart, le piano est présent et pratiquement incontournable dans le monde musical. Sa maîtrise ne peut être qu'un atout. L'Afrique pourrait perdre plus de 25 000 milliards de francs CFA par an dans les flux financiers illicites. C'est donc pour limiter les pertes qu'un séminaire a été initié à l'intention des parlementaires africains à Dakar. Ousmane Ndoye de la RTS. Les parlementaires sentinelles de la démocratie et de la bonne gouvernance ont un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Cette rencontre de formation et de partage d'expériences va les outiller davantage afin de mieux faire face aux flux financiers illicites en provenance de l'Afrique. L'un des plus grands défis pour la sécurité et le développement de l'Afrique ne réside pas dans la portée de la réponse du continent contre les flux financiers illicites. Les travaux de cet atelier seront axés sur les informations relatives à la propriété effective, le recouvrement d'actifs et les abus en matière de tarification des transferts. Les estimations sur le flux financier illicite sont très disparates en raison des différentes méthodologies utilisées. Selon les estimations actuelles, l'Afrique pourrait perdre plus de 50 milliards de dollars américains par an dans les flux financiers illicites. Le continent bénéficie pourtant de richesses naturelles considérables, devant lui permettre de réussir un sursaut économique spectaculaire. Malheureusement, les dérives des politiques de captation des ressources et de création de richesses exacerbées par la faiblesse des institutions et du système de gouvernance tendent à compliquer les dysfonctionnements du processus d'émergence des économies africaines. La principale contribution attendue des parlementaires pourrait être envisagée à travers l'adoption de recommandations du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites. En Éthiopie, un groupe chinois va investir 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA, dans la fabrication des chaussures et la transformation du café. L'accord entre les autorités éthiopiennes et le groupe chinois pour l'exploitation du parc industriel de Jima, situé dans le sud-ouest du pays, a été signé le 30 mai dernier. Selon la directrice générale d'Ethiopia Industrial Park Development Corporation, le parc de Jima devrait générer à terme 15 000 emplois. Le groupe chinois est implanté en Éthiopie depuis 2011. Il dispose de 2 usines de fabrication de chaussures qui produisent chaque année environ 5 millions de paires et emploient plus de 7 000 personnes. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.